Schopenhauer admirait profondément les stoïciens. Il citait constamment Sénèque. Et surtout, il a poussé leurs idées sur le détachement social jusqu'à leurs conclusions logiques les plus radicales. Vous pratiquez la dichotomie du contrôle d'Épictète? Vous savez que l'opinion des autres est hors de votre contrôle? Parfait. Schopenhauer va vous montrer ce qui se passe quand on prend vraiment ses principes au sérieux. Cette vidéo n'est pas une trahison du stoïcisme, c'est son prolongement naturel. Marc Aurèle écrivait dans la solitude. Sénèque se retirait régulièrement du monde. Il savait quelque chose que Schopenhauer a explicité brillamment. L'intelligence profonde mène naturellement à la solitude. Si vous vous demandez pourquoi votre pratique stoïcienne vous éloigne parfois socialement, si vous sentez un décalage grandissant avec le monde moderne, cette vidéo va tout éclaircir. Prêt pour une dose de vérité sans filtre? C'est parti. Pourquoi est-ce que plus quelqu'un développe sa conscience, plus il se retire du théâtre social? Pourquoi ceux qui possèdent une intelligence profonde trouvent-ils leur force non pas dans l'agitation collective, mais dans le calme de leur propre compagnie? Se pourrait-il que ce que nous appelons vie sociale soit en réalité une fuite organisée de nous-mêmes? Et si la solitude n'était pas un vide, mais une plénitude que seuls quelques-uns ont le courage d'explorer? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des vérités les plus inconfortables sur la nature humaine. Une vérité articulée avec une précision chirurgicale par Arthur Schopenhauer, un philosophe qui n'a jamais cherché à plaire mais seulement à voir clair. Cette exploration n'est pas pour ceux qui cherchent le réconfort dans les mensonges collectifs. Elle est pour ceux qui ressentent une distance grandissante avec le monde social, qui trouvent plus de sens dans une heure de réflexion que dans une année de conversation, qui savent intuitivement que leur solitude n'est pas un dysfonctionnement mais peut-être leur plus grande force. Nous allons examiner ensemble pourquoi l'intelligence véritable mène presque invariablement au retrait social. Et je vous garantis qu'à la fin de cette exploration, vous ne regarderez plus jamais votre besoin de solitude comme une faiblesse. Avant de commencer, si vous êtes quelqu'un qui valorise la vérité même quand elle dérange, qui préfère la profondeur à la popularité, rejoignez cette communauté de penseurs. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez dans les commentaires. Arthur Schopenhauer a observé une réalité que notre époque hyper-connectée refuse de voir. La majeure partie de ce que nous appelons socialisation est une forme sophistiquée de bruit mental. Mais il ne parlait pas seulement du bruit sonore des conversations sans fin. Il parlait du bruit psychologique, les opinions non sollicitées qui polluent notre jugement, les émotions des autres qui contaminent notre état intérieur, les attentes sociales qui nous détournent de notre trajectoire authentique. Imaginez votre esprit comme un lac de montagne. Dans la solitude, ce lac devient parfaitement immobile, permettant de voir jusqu'au fond avec une clarté absolue. Chaque interaction sociale est comme une pierre jetée dans cette eau. Une pierre, 2 pierres, 100 pierres. Bientôt, la surface est si agitée que vous ne voyez plus rien. Ni le fond, ni même votre propre reflet. C'est exactement ce que Schopenhauer diagnostiquait avec une lucidité implacable. Pour lui, l'individu moyen vit dans un état de turbulence mentale perpétuelle. Non seulement le chaos externe des villes, des médias, des sollicitations constantes, mais surtout le chaos interne. Les pensées des autres qui deviennent nos pensées, les désirs des autres qui deviennent nos désirs, les peurs collectives qui deviennent nos angoisses personnelles. L'esprit intelligent commence rapidement à percevoir cette contamination. Vous savez exactement de quoi je parle si vous avez déjà quitté une réunion en vous demandant pourquoi vous vous sentiez soudainement anxieux alors que vous étiez calme en arrivant. Si vous avez remarqué que certaines personnes drainent littéralement votre énergie, vous laissant épuisé après quelques minutes de conversation. Si vous avez réalisé que la plupart des opinions que vous exprimez en société ne sont même pas vraiment les vôtres. Ce n'est pas de la misanthropie, c'est de la lucidité. Les grands esprits de l'histoire l'ont tous compris, chacun à sa manière. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, se retirait régulièrement dans ses quartiers privés pour écrire ses pensées, fuyant délibérément les banquets et les flatteurs de la cour. Il écrivait « Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme ». Sénèque, conseiller de Néron, passait des heures seul dans sa bibliothèque malgré les invitations constantes de l'élite romaine. Épictète enseignait que la foule est le refuge de la médiocrité. Schopenhauer, profondément influencé par ses stoïciens, mais aussi par sa propre observation impitoyable de la nature humaine, a compris que ce que nous appelons connexion sociale est souvent son exact opposé,
une déconnexion de soi. Quand vous êtes constamment entouré, quand vous répondez perpétuellement aux stimuli externes, quand vous adaptez continuellement votre comportement aux attentes des autres, vous perdez le fil de votre propre pensée, de votre propre volonté, de votre propre essence. Voici la première vérité difficile. Chaque fois que vous modifiez votre comportement pour bien passer en société, vous renforcez un personnage qui n'est pas vous. C'est comme porter un masque si longtemps que les muscles de votre visage finissent par adopter sa forme. Après des années de cette mascarade sociale, beaucoup ne savent plus qui ils sont vraiment sous le déguisement. La recherche moderne en psychologie confirme ce que Schopenhauer observait. Le cerveau humain possède des neurones miroirs qui nous font automatiquement imiter les états émotionnels et mentaux de ceux qui nous entourent. C'est un mécanisme de survie ancestrale, utile quand nous vivions en petites tribus. Mais dans nos sociétés modernes surpeuplées, c'est devenu un handicap. Nous absorbons involontairement les névroses, les anxiétés, les limitations mentales de dizaines, voire de centaines de personnes chaque jour. Les personnes intelligentes ressentent cette absorption comme une agression. Leur système nerveux plus sensible, leur conscience plus aiguë, leur capacité d'observation plus développée les rendent particulièrement vulnérables à cette pollution mentale. C'est pourquoi elles commencent naturellement à limiter leurs expositions sociales, non par snobisme, mais par instinct de préservation cognitive. Schopenhauer allait plus loin. Il affirmait que la plupart des gens ne cherchent pas la compagnie pour partager ou grandir, mais pour fuir. Fuir quoi? Eux-mêmes, le vide intérieur, l'absence de pensée propre, l'incapacité à supporter leur propre compagnie plus de quelques minutes. Observez comment la personne moyenne réagit à un moment de solitude forcée. Immédiatement, elle saisit son téléphone. Elle allume la télévision. Elle cherche n'importe quelle distraction pour ne pas avoir à faire face au silence. Pourquoi? Parce que dans le silence, les questions fondamentales émergent. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ma vie a-t-elle un sens? Ces questions sont terrifiantes pour qui n'a jamais développé de vie intérieure. Alors on fuit dans le social, dans le divertissement, dans le bruit. On remplit chaque moment de stimulation externe pour ne jamais avoir à regarder à l'intérieur. Mais l'individu intelligent ne peut pas fuir indéfiniment. Son esprit exige de la cohérence, de la profondeur, du sens. Les conversations superficielles le frustrent. Les rituels sociaux vides l'épuisent. Les jeux de pouvoir et de statut lui paraissent absurdes. Progressivement, inévitablement, il commence à préférer sa propre compagnie à celle de la foule. Schopenhauer identifiait un phénomène fascinant. En société, nous ne montrons jamais notre vrai visage. Nous présentons une version édulcorée, acceptable, conforme. Mais cette performance constante a un coût énergétique énorme. C'est épuisant de maintenir une façade, de surveiller ses mots, de calculer ses réactions. Pensez-y concrètement. Dans une journée sociale typique, combien de fois réprimez-vous ce que vous pensez vraiment? Combien de fois souriez-vous quand vous voudriez rester neutre? Combien de fois acquiescez-vous à des idées que vous trouvez stupides? Chaque fois, vous dépensez de l'énergie psychique précieuse, énergie qui pourrait être utilisée pour penser, créer, comprendre. Les stoïciens romains avaient un concept pour cela. Ils l'appelaient prosopon, le masque social que nous portons. Mais contrairement à nous, ils étaient très conscients de porter ce masque. Ils savaient faire la distinction entre leur rôle social et leur être authentique. Marc Aurèle jouait le rôle d'empereur en public, mais redevenait philosophe en privé. Cette conscience leur permettait de naviguer socialement sans se perdre. Schopenhauer, lui, proposait une solution plus radicale. Minimiser au maximum le temps passé masqué. Pourquoi jouer un rôle quand on peut être authentique? Pourquoi se disperser quand on peut se concentrer? Pourquoi se diluer quand on peut se distiller? Il écrivait « L'homme intelligent cherche l'absence de douleur, non le plaisir ». Cette phrase, profondément stoïcienne dans son essence, révèle sa philosophie de vie. La vie sociale promet des plaisirs, reconnaissance, appartenance, stimulation, mais elle apporte surtout des douleurs, conflits, malentendus, trahisons, déceptions. La solitude, elle, offre la paix. Pas l'euphorie, mais la paix. Et pour un esprit qui pense profondément, la paix vaut plus que tous les plaisirs superficiels. Voici quelque chose que peu comprennent. La solitude choisie n'est pas passive. C'est un acte de rébellion contre la tyrannie du collectif. Dans une société qui mesure la valeur d'une personne à son nombre d'amis, à ses activités sociales, à sa popularité,
Choisir la solitude est un acte de résistance. Vous déclarez « Je refuse de sacrifier ma profondeur pour votre superficie. Je refuse de troquer ma clarté contre votre confusion. Je refuse d'échanger mon authenticité contre votre approbation. » Cette déclaration demande du courage. Un courage que Schopenhauer admirait chez les anciens cyniques grecs, ces philosophes, qui vivaient selon leurs principes même si cela les marginalisait. Diogène vivait dans un tonneau et se moquait d'Alexandre le Grand. Quand Alexandre lui demanda ce qu'il pouvait faire pour lui, Diogène répondit « Ôte-toi de mon soleil ». Voilà le courage de celui qui a trouvé sa richesse en lui-même. Schopenhauer observait aussi que l'intelligence crée une asymétrie douloureuse dans les relations sociales. Plus votre esprit est développé, plus il vous est difficile de trouver des pairs véritables. C'est mathématique. Si vous êtes dans les 5% supérieurs en termes de profondeur de pensée, 95% des gens ne peuvent pas vous suivre dans vos réflexions. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est une réalité statistique. Un physicien quantique ne peut pas discuter de ses recherches avec quelqu'un qui n'a jamais étudié la physique. Un philosophe ne peut pas explorer les nuances de l'épistémologie avec quelqu'un qui n'a jamais questionné la nature de la connaissance. Cette impossibilité de partage crée une solitude même en compagnie. Mais Schopenhauer voyait dans cette solitude forcée une opportunité, celle de développer une richesse intérieure que rien ne peut vous enlever. Les stoïciens parlaient de l'autarkeia, l'autosuffisance de l'âme. Quand vous développez vos ressources intérieures, votre capacité de penser, votre imagination, votre créativité, vous devenez votre propre compagnie, votre propre divertissement, votre propre source de satisfaction. Épictète, né esclave et devenu philosophe, enseignait que la vraie liberté ne vient pas des circonstances externes, mais de la maîtrise de soi. Il disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Cette maîtrise s'acquiert dans la solitude, dans la confrontation directe avec ses propres pensées, ses propres démons, ses propres limitations. Schopenhauer a poussé cette idée plus loin. Pour lui, la solitude n'est pas seulement le lieu de la maîtrise de soi, c'est le lieu de la création de soi. Loin des influences externes, des opinions parasites, des pressions sociales, vous pouvez enfin découvrir qui vous êtes vraiment. Pas qui vous devriez être selon la société, pas qui vos parents voulaient que vous soyez, pas qui vos amis pensent que vous êtes, mais qui vous êtes, fondamentalement, essentiellement. Cette découverte est souvent déstabilisante. Beaucoup découvrent qu'ils ne sont pas qui ils croyaient être, que leurs opinions n'étaient pas les leurs, que leurs désirs étaient des implants sociaux, que leur personnalité était une construction. Cette réalisation peut être terrifiante, mais c'est le prix de l'authenticité. Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient prosoche, l'attention continue à soi-même. Pas le narcissisme, mais l'observation vigilante de ses propres pensées, réactions, motivations. Cette pratique nécessite du silence, de l'espace, de la solitude. Comment observer vos pensées si votre esprit est constamment bombardé de stimuli externes? Schopenhauer pratiquait cette auto-observation avec une rigueur monastique. Ses journées étaient structurées pour maximiser la clarté mentale. Lever tôt, longue marche solitaire, lecture intensive, écriture concentrée, coucher tôt. Pas de soirée, pas de bavardage, pas de distraction. Cette discipline lui a permis de produire une œuvre philosophique d'une profondeur et d'une cohérence remarquables. Mais attention, Schopenhauer ne prônait pas l'isolement total. Il distinguait la solitude choisie de l'isolement subi. La première est source de force, le second de souffrance. La différence? L'intention et la capacité. L'intention, choisir la solitude par désir de croissance, pas par peur des autres. La capacité, avoir développé suffisamment de ressources intérieures pour que la solitude soit féconde, pas vide. C'est pourquoi il disait que la solitude est supportable seulement pour celui qui a quelque chose en lui. Si votre esprit est vide, la solitude devient un miroir de ce vide, insupportable. Mais si votre esprit est plein d'idées, de projets, de questions, de créativité, alors la solitude devient un laboratoire où ses richesses peuvent s'épanouir. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, la solitude comme protection de l'intégrité intellectuelle. Schopenhauer avait observé un phénomène qu'il appelait la contamination des idées. En société, les idées médiocres se propagent comme des virus. Une opinion stupide mais populaire peut infecter même les esprits brillants s'ils y sont exposés assez longtemps. Prenez n'importe quel mode intellectuel, n'importe quelle hystérie collective, n'importe quelle croyance populaire non examinée. Comment se propage-t-elle?
par la répétition sociale. Plus vous entendez une idée, même absurde, plus elle semble plausible. C'est ce que les psychologues modernes appellent l'effet de simple exposition. La solitude est le seul antidote à cette contamination. Seul, vous pouvez examiner chaque idée avec rigueur, sans la pression de conformité. Vous pouvez suivre la logique jusqu'au bout, même si elle mène à des conclusions impopulaires. Vous pouvez remettre en question les évidences, défier les consensus, penser l'impensable. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'examen de conscience. Chaque soir, ils revisitaient leurs actions et pensées de la journée, identifiant où ils avaient failli à leurs principes. Cette pratique demande une honnêteté brutale qu'on ne peut avoir qu'avec soi-même, dans la solitude. En public, on justifie, on rationalise, on se ment. Seul, on ne peut plus tricher. Schopenhauer allait encore plus loin dans son analyse. Il affirmait que la créativité authentique ne peut naître que dans la solitude. Pourquoi? Parce que créer vraiment, ce n'est pas combiner des idées existantes comme des briques de Lego. C'est toucher quelque chose de nouveau, d'original, qui vient des profondeurs de l'être. Cette profondeur n'est accessible que dans le silence. Le bruit social reste à la surface. Les conversations restent dans le connu. Les interactions sociales renforcent les schémas existants. Mais dans la solitude, vous pouvez descendre dans les caves de votre psyché, où se cachent les trésors de l'originalité. Regardez les grandes œuvres de l'humanité, les symphonies de Beethoven, composées dans la surdité qui l'isolait, les équations d'Einstein, découvertes dans la solitude de son bureau de brevet, les méditations de Descartes, écrites dans l'isolement d'un poêle hollandais, les essais de Montaigne, rédigés